Aujourd'hui, nous allons travailler sur les techniques d'apprentissage dans le cadre de ce cours de méthodologie du travail universitaire. Nous avons tous nos propres moyens, méthodes pour apprendre, pour retenir l'information. En entrant à l'université, nous avons énormément de cours, énormément de choses à apprendre. Donc, il est impératif de connaître ses capacités. Et c'est ce que nous allons faire lors de ce cours afin que chacun d'entre vous puisse identifier les aptitudes qu'il a en matière d'apprentissage, puisque nous avons tous des aptitudes pour apprendre. Il n'y a pas des choses qui sont innées ou exceptionnelles. Nous pouvons tous apprendre. Nous avons des méthodes différentes pour apprendre. Alors, effectivement, la notion de style d'apprentissage, elle repose sur le fait que les apprenants, ils ont des apprentissages qui sont différents. Nous n'apprenons pas tous de la même manière, puisque nous ne retenons pas tous de la même façon. Donc, une personne peut apprendre en écoutant, une autre aura besoin de voir, une autre aura besoin d'écrire, une autre aura besoin de couleurs. Chaque personne a sa manière d'apprendre ou de percevoir et de traiter différemment l'information. Donc, le style d'apprentissage, c'est également une façon dont on va également privilégier la résolution des problèmes. Donc en retenant, on va retenir d'une certaine manière et puis également ça aura un impact sur la résolution des problèmes. Il existe différents styles d'apprentissage. Effectivement, il y a des gens qui vont vous dire: «Ah moi j'apprends mon cours par cœur», d'autres vont dire: «Mais non, en fait, je relis le cours», d'autres vont dire: «Je le recopie», d'autres vont dire: «J'ai besoin de me concentrer et de l'enregistrer, au niveau, d'un podcast et de le lire». On a des des aptitudes qui sont différentes. Alors, on va voir d'abord les différents types, les différents styles d'apprentissage et on va les commenter, les uns les autres. Alors, le premier style, c'est le style visuel. Donc, ce sont des gens qui apprennent, visuellement. On parle des fois de mémoire photographique, c'est-à-dire que les gens impriment des images, dans leur tête. Ils retiennent, des images de ce qu'ils ont vu. Ils retiennent, des séquences, d'accord? Donc, c'est des gens qui vont avoir, un avantage plus visuel. Donc ces individus, quand ils vont, apprendre, par exemple, leur cours, ils vont mettre, des plans, ils vont, peut-être, faire des schémas, ils vont, peut-être plus miser sur la couleur. C'est pour ça que vous avez des étudiants qui, stabilotent tout. Ils mettent du stabilo partout avec des couleurs différentes. Certains, par exemple, vont, heu, instaurer un code couleur qui va leur être propre. Je vous donne un exemple. Vous avez, par exemple, des étudiants qui vont écrire les principes en vert, écrire les exemples, en rouge et puis, la jurisprudence, ils vont la stabiloter en orange. Je vous donne un exemple, c'est ce que je faisais quand j'étais étudiante, c'est que je mettais des codes couleurs pour chaque information qui était dans le cours. Je devais, par exemple, dissocier le principe de l'exception avec deux couleurs différentes. Le principe était avec une couleur, l'exception avec une autre couleur. Également, par exemple, si je devais, écrire, un arrêt de la jurisprudence, qui était important, ou un revirement, je le mettais avec, une certaine couleur. Je mettais également d'autres couleurs concernant les exemples, d'accord? Ce qui me permettait de retenir des exemples dans le cas où, il y avait un cas pratique et je devais, par exemple, faire une application similaire de cette règle de droit à un cas, spécifique, d'accord? Et donc ça, j'utilisais énormément les codes, couleurs. Donc c'était des codes couleurs que j'avais, inventés,
qui étaient faits pour moi et qui étaient que j'arrivais à retenir avec ces codes couleurs. Et puis aussi visuellement, quand je voyais mon cours, je savais que chaque couleur correspondait à une jurisprudence, un principe, une exception, un exemple, un argument. Donc ça aussi, ce sont des gens qui se focalisent sur l'aspect visuel. Ils ont un apprentissage qui est visuel. Montre-moi donc ce que tu as fait dans ta fiche et donc il va retenir ce qui a été fait sur la fiche. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui, par exemple, apprennent aussi les fiches de leurs camarades. Par exemple, quand la période d'examen arrive, ils vont voir leurs camarades. Est-ce que tu as fait une fiche? Et donc, ils apprennent les fiches de leurs camarades parce qu'ils ont, même s'ils ne l'ont pas élaboré, ils vont également l'utiliser parce qu'ils ont plus une mémoire visuelle. Donc, l'importance de cet apprentissage visuel repose sur les couleurs, sur des schémas, sur des plans, sur des constructions et sur plutôt une mémoire photographique où on imprime des choses, on imprime le cours. Et vous avez des gens qui, sans faire ce schéma-là, vont apprendre le cours visuellement, ils vont apprendre leur cours comme ça, avec cette mémoire dite photographique. Mais c'est pas la seule. On ne peut pas dire oui, je suis visuel ou je suis auditif. Je peux avoir une combinaison de plusieurs styles d'apprentissage. On va passer à l'apprentissage auditif. Alors, c'est des gens qui apprennent en écoutant. Donc ça, c'est le propre des étudiants qui assistent en cours, qui écoutent les podcasts, qui écoutent les vidéos des enseignants quand ils font des vidéos en cours. Ça veut dire qu'ils impriment le cours de manière auditive. On peut avoir les deux. On peut être visuel et auditif. Et il faut aussi retenir que certains aspects, tu vas les retenir au niveau auditif et peut-être que d'autres, les schémas, tu vas les apprendre de manière visuelle. On peut combiner tout à fait les deux. Alors, quand on est auditif, on va assister au cours. Et quand on va assister au cours, eh ben, peut-être que l'apprentissage se fera beaucoup plus rapidement puisque vous allez écouter le cours et peut-être que vous aurez fait peut-être 50% du travail. L'auditif également, c'est la personne qui va relire le cours à voix haute et qui va avoir besoin d'entendre sa voix pour apprendre le cours. D'accord? Donc, il y a aussi cette combinaison-là. Apprendre en s'écoutant à voix haute et également apprendre en écoutant les autres. Donc, c'est quelque chose de possible. C'est quand on a un style plutôt qui repose sur l'écoute, d'accord? Sur l'apprentissage avec la voix. Donc ça aussi, c'est tout à fait, qu'on peut combiner avec d'autres. Pour, par exemple, le cours magistral et la personne qui va écouter et qui va apprendre, elle va également retenir les intonations, les changements de voix. Elle va également retenir, par exemple, les exemples à travers ces intonations. Si, par exemple, le prof fait cours et puis il donne un exemple, peut-être que en même temps, cet exemple est marrant. Peut-être qu'il marque une rupture avec ce qui avait été dit avant. Ça aussi, c'est important. Je me rappelle d'enseignants quand ils faisaient leurs cours et qui, il y a un moment, ils nous donnent un exemple et je me rappelle l'exemple dans le cours. Au moment où il a été donné, au moment où il a été placé par l'enseignant. Donc c'est un moyen également d'apprendre, d'écouter et d'assister. Puisque par exemple, quand on étudie le droit, il y a une importance considérable de la jurisprudence, mais surtout des études de cas qui sont issues de ces arrêts-là. Donc, par exemple, je me rappelle quand j'avais fait mes premiers cours au niveau du droit des contrats et des obligations qui étaient issues du contrat avec le cas
de la jurisprudence Hamida, avec l'obligation de sécurité de résultat du transporteur. Dans le cas là, c'était transporteur maritime. Et donc le prof nous a expliqué que c'était un monsieur qui devait faire la traversée et qui a été percuté par un tonneau pendant la traversée, et que dans le billet, le transporteur avait bien expliqué qu'il n'était pas responsable. Mais la façon dont il avait expliqué le cours et comment il nous avait raconté cette traversée qui était éprouvante parce que cette personne n'avait pas assez d'argent pour être dans une classe supérieure, et qu'elle avait voyagé dans des conditions déplorables au point qu'il y a un tonneau qui lui a blessé la jambe, et qu'après il a porté plainte également, et que le transporteur avait dit qu'il n'était pas responsable parce que sur le billet il avait écrit que ce qui arrivait aux passagers n'était pas de la responsabilité du transporteur, et que le juge a ensuite créé en 1917 avait créé cette jurisprudence et cette obligation qui a été mise à la charge du transporteur maritime ou n'importe quel transporteur, d'une obligation de sécurité de résultat qui découlait du contrat et de l'interprétation du contrat qui avait été fait par le juge. Donc cette jurisprudence, je l'ai retenue par l'explication du professeur dans le cours. Et c'était le cas énormément. Pareil, quand j'ai fait les cours de droit administratif et qu'il fallait retenir la jurisprudence dense du Conseil d'État, quand c'est parce que j'avais étudié en France, et les exemples que raconte l'enseignant, ça vous donne, une mémoire qui est beaucoup plus importante, parce que vous retenez le cours à travers l'exemple, à travers la narration, à travers la façon dont le professeur raconte cette histoire. Et aussi à travers le moment où il donne cet exemple et où il place cet exemple dans le cours. Donc c'est important également, cet apprentissage auditif, et beaucoup de gens apprennent de cette manière. On va passer au style d'apprentissage lecture-écriture. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous dit souvent. Si tu veux apprendre, il faut recopier. Et donc, on fait quoi? On lit, et ensuite, on fait de la prise de notes et on réécrit. Ou on fait de la lecture et puis on écrit ce qu'on a appris. Donc cette combinaison-là est un style d'apprentissage, et il peut combiner également le visuel et l'auditif. Donc vous avez des gens qui vont lire, donc visuel, ils vont réécrire, ou ils vont prendre de notes, ou ils vont ficher. Donc ça peut être la combinaison entre lecture, écriture et visuel, et lecture et écriture et auditif. Vous avez des fois des cours qui sont des fois difficiles, et vous avez besoin de réécrire parce que vous avez lire, et quand vous allez réécrire, vous allez en quelque sorte vous réapproprier le cours. Donc quand je fais une prise de notes ou quand je fais une synthèse, je me réapproprie le cours. Je dis aussi également aux étudiants de faire attention à la synthèse, parce que parfois quand les étudiants veulent résumer un cours, bah, ils enlèvent des informations qui sont importantes. Donc, faire des fiches, ce n'est pas retirer le cours. Mais quand vous le recopiez ou quand vous le reformulez plutôt de votre manière, à votre façon, vous vous réappropriez le cours. Et donc ça, c'est une meilleure façon d'apprendre. Et c'est aussi une technique d'apprentissage. Il y a des gens qui prennent le cours et puis qui le réécrivent à leur façon. Ça aussi, c'est pertinent puisque vous vous réappropriez ce que vous avez appris, et ça dénote aussi le fait que vous avez su apprendre et aussi réécrire d'une autre façon. Donc ça aussi, c'est un style d'apprentissage. Vous avez d'autres qui ne font pas cette réappropriation, qui apprennent le cours tel qu'il est et qui le réécrivent tel qu'il est. Quand, par exemple, ils savent que vous avez un examen où c'est plus fondé sur l'apprentissage par cœur, où il faut, je vais dire le terme, régurgiter du cours, donc il faut recracher du cours que vous avez appris. Donc effectivement, cette technique-là est parfaite, d'accord? Vous apprenez, vous lisez
et vous mettez la partie du cours qui a été demandée par le professeur. Donc, cette combinaison-là, lecture-écriture, est aussi un moyen d'apprendre. Ça peut être votre moyen à vous. Vous pouvez peut-être lire et ensuite réécrire plus tard, la veille de l'examen, en disant je vais lire et ensuite je réécrirai pour voir si j'ai bien réussi. C'est aussi cette technique-là. On l'apprend pas en maternelle, en primaire, quand on doit apprendre l'autodictée. D'accord? Vous faites l'autodictée, vous l'apprenez, vous l'apprenez, vous l'apprenez, d'accord? Vous apprenez l'autodictée, vous l'écrivez, vous fermez le cahier et vous vous remettez à réécrire de la même façon. C'est une forme de lecture-écriture. Donc c'est une technique qu'on a tous utilisée et qui peut s'avérer toujours être utile au niveau de l'université, d'accord? Donc ça n'empêche que quand vous avez des notions qui sont difficiles à apprendre, vous pouvez utiliser ce système là. Alors, le style kinesthésique, ça veut dire que on va apprendre en fonction d'expérience, en fonction de simulation, d'activité physique, des mouvements physiques. Alors, j'ai envie de dire, est-ce que ce style d'apprentissage est fait pour tout le monde? Mais je vais vous dire oui. Les expériences ne sont pas les propres que c'est pas propre aux étudiants qui font des sciences dures. Les étudiants qui sont dans les sciences humaines peuvent faire des expériences, peuvent faire des enquêtes de terrain et aussi c'est un style d'apprentissage. Hem, Concernant les étudiants en droit, l'expérimentation, en fait, on l'a fait à travers les cas pratiques. Quand on vérifie si une règle de droit s'applique à telle situation, c'est une expérience, c'est une application à l'espèce. Heu, Est-ce que je peux apprendre en faisant des activités physiques? Ouais, des fois, on revoit, quand c'est des élèves qui font l'apprentissage du Coran, qu'ils apprennent par cœur le Coran, ils ont ce mouvement de balancement, d'accord? Et c'est pas propre à l'islam, c'est propre à plusieurs autres religions. On a l'impression que, l'activité physique pendant l'apprentissage permet un meilleur apprentissage. Et c'est vrai quand, les gens quand ils étaient petits, ils faisaient l'instruction coranique, ils apprenaient et ils bougeaient avec la tête, d'accord? Ils bougeaient voilà, il y avait un système de balancement. Est-ce que ce système-là permet un meilleur apprentissage? Peut-être, d'accord? Et ça fait partie du style d'apprentissage kinesthésique, d'accord? Ça a été prouvé. Vous avez maintenant des gens, des fois, qui apprennent de cette façon-là parce qu'ils ont appris quand ils étaient petits, quand ils étaient في المدرسة, quand ils étaient في دار القرآن et ils faisaient cet apprentissage-là, pareil, avec des mouvements. Heu, Ça peut être un style d'apprentissage et je le vois des fois quand je suis dans les couloirs avant les examens. Vous avez des gens qui bougent comme ça, c'est resté. Vous avez des gens qui font les 100 pas devant la salle d'examen en apprenant. Donc il y a des gens qui apprennent uniquement s'ils sont en mouvement. Donc ils n'ont pas un apprentissage statique. Il faut qu'ils bougent. Donc ça aussi, c'est un style d'apprentissage. C'est des gens qui vont apprendre en tenant un yo-yo. Il y a des gens qui vont jouer avec le stylo. D'accord? Ces gens qui jouent avec leurs 4 couleurs. Ça aussi, c'est un mouvement. Peut-être qu'ils apprennent, que ça leur permet d'imprimer l'information. Donc oui, le juriste peut apprendre de cette manière-là. C'est pas quelque chose de forcément dévalorisant, bien au contraire. L'activité physique peut permettre un meilleur apprentissage et c'est tout à fait applicable, même pour les sciences humaines, même pour le droit, pas forcément être dans l'expérimentation et dans les simulations pour avoir ce type d'apprentissage.
Il y a aussi, l'apprentissage que je n'ai pas mis dans le cours, mais qui est l'apprentissage, gustatif avec les goûts. Pour les étudiants en droit, je les vois mal avoir un apprentissage gustatif. Ça n'a aucun intérêt, ce ne sont pas des étudiants en études culinaires ou ils font pas de la gastronomie. C'est pas les étudiants qui goûtent, voilà, ils ont pas besoin. Mais voilà, c'est tout ce qui est goût, c'est vrai que ça a un lien avec la mémorisation. Il y a que la mémoire du goût. On imprime les goûts qu'on avait quand on était petit. Des fois, on recherche des choses qu'on a mangées quand on était petit, bon, on les retrouve pas maintenant et voilà. Donc c'est des choses qui impriment la mémoire. Concernant l'apprentissage universitaire pour, par exemple, un juriste, le gustatif n'est n'a pas grand intérêt. Par contre, l'apprentissage visuel, auditif, lecture-écriture et kinesthésique, heu et font partie des catégories, que le juriste, peut, exploiter pour savoir quelle est la méthode d'apprentissage qui lui est le plus favorable. D'accord? Parce que, c'est 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 des méthodes et il y a pas une méthode pour le juriste ou pour, les autres sciences, d'accord? Il y a pas une méthode, mais on peut combiner plusieurs méthodes. On peut utiliser plusieurs méthodes d'apprentissage et les méthodes d'apprentissage peuvent varier également en fonction de la matière. Parce que vous avez des matières où vous n'allez pas avoir beaucoup, d'apprentissage, j'ai envie de dire, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez le droit administratif qui est lourd, parfois qui est indigeste pour certains, d'accord? Donc peut-être que vous allez avoir un apprentissage lecture-écriture. Par contre, dans une matière où vous avez beaucoup plus de facilité, peut-être que vous allez juste apprendre en réécoutant le cours ou en le relisant ou en feuilletant le cours de manière visuelle. Tout dépend de la matière, tout dépend de la personne. Il n'y a pas un style d'apprentissage que je dois choisir. Je vais combiner plusieurs styles d'apprentissage. Je dois me connaître, je dois connaître mes capacités. Alors, l'approche visuelle. L'approche visuelle, elle nécessite déjà qu'il y ait une structuration, de ce que vous allez imprimer visuellement, que ce soit un cours, que ce soit un schéma ou c'est un cours que vous allez schématiser pour l'apprendre. Ça va demander un investissement au niveau des couleurs, au niveau de l'organisation et au niveau de la catégorisation. D'accord? Donc ça aussi, c'est important parce que, en faisant des schémas, votre cerveau va catégoriser et vous allez également dans le schéma, vous allez faire des catégories. Vous allez également, classifier les informations que vous allez mettre. Le principe, l'exception, la base légale, la jurisprudence. Désolée, j'ai écrit prudence, c'est une erreur de frappe. Jurisprudence, d'accord? Donc, vous allez, essayer de codifier au niveau, couleur et au niveau structure, par exemple et au niveau forme. Peut-être que vous allez mettre la jurisprudence dans un carré, peut-être que vous allez mettre, l'exception dans un, losange. Tout dépend de ce que vous allez choisir et ce choix-là que vous allez faire, parce que c'est vous qui vous connaissez, va vous permettre d'avoir votre propre langage. Donc il y a aussi l'importance de la forme. D'accord? Les schémas, les carrés, les losanges, les ronds, vous pouvez également les utiliser dans la schématisation, même pour, les juristes. Donc schématiser, ça va vous donner une meilleure structuration et une meilleure compréhension de votre cours. Et aussi, c'est ce qui va vous permettre de faire des synthèses. Quand vous allez réussir à faire ces synthèses, vous allez avoir une meilleure approche du cours puisque vous allez pouvoir le comprendre dans sa globalité puisque vous avez réussi à le scinder. Voilà pour l'approche visuelle. Visuelle, c'est, forme, couleur, cadre, répartition et également c'est ce que vous allez imprimer dans votre mémoire de manière
photographique. C'est pour ça que vous avez des gens qui se concentrent, qui ferment les yeux pendant l'examen et qui essayent de visualiser leur fiche de cours. Si j'ai une approche auditive de l'apprentissage du droit, par exemple, je vais retenir l'intonation de la voix du professeur si j'ai enregistré son cours, si j'écoute son cours sur un podcast ou sur une vidéo. Les variations de hauteur de la voix. Attention, c'est-à-dire que là, je vais me retenir. Exception, j'ai le principe. Ah, là, je bascule dans le contraire. Je vais avoir exemple dans le cadre de cette affaire. Et puis aussi, tout ce qui peut accompagner le cours. Le cours, c'est pas quelque chose de statique qui est donné par le professeur. Il y a des intonations. Le prof peut s'arrêter. Le prof peut répondre à une question. Ça aussi, ce sont des balises que mon cerveau va poser pour retenir l'information. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de la jurisprudence. Des fois, vous êtes en cours, la prof va donner un exemple et ça va être le fou rire de tout l'amphi. Ça va vous permettre également de retenir l'information. Ah mais oui, c'est dans cette partie-là que la prof nous a tous fait rire. Et quand le prof il fait un cours et que des fois il marque des ruptures, déjà pour retenir l'attention des étudiants, pour pas les perdre en route comme il dit, et qu'il fait ensuite une autre, il fait un autre exemple où il insère un élément d'actualité. Ah, vous avez vu, il y a la même chose qui s'est passée il y a quelques jours, ça a été évoqué dans la presse. Donc ça, c'est des balises où vous allez dire, ah oui, ça, ce principe-là, on l'a vu, le prof, il nous a dit que c'était d'actualité. D'accord? Donc ça aussi, ça permet une mémorisation et ça peut, comme je vous ai dit, ça met des balises dans le discours et ça permet à l'étudiant de se dire: «Bah, à ce moment-là, oui, effectivement, le prof, il nous a dit ça. Il a repris tel étudiante sur ça, il a dit: "Non, c'était pas ça"». Donc c'est des balises de mémorisation. Donc la répétition aussi, quand on est, par exemple, quelqu'un lorsqu'on apprend en écoutant sa voix. Donc là, on fonctionne sur le mécanisme de la répétition. J'apprends mon cours, j'apprends ma dictée, j'apprends ma poésie en réapprenant. Et l'autre personne vous dit: «Ah bah alors là, tu t'es trompé. Là, il faut reprendre». Donc la répétition permet, d'imprimer, de manière auditive, ce que l'on doit apprendre. Donc il y a des gens qui apprennent leurs cours à haute voix et on le voit dans les cours, dans les couloirs, et cet apprentissage à haute voix, c'est un apprentissage auditif puisque la personne apprend de sa voix. Donc si j'assiste au cours également, je vais également avoir le visuel, mais si j'ai la tête dans la prise de notes, je vais avoir l'audio plus que le visuel. Mais en règle générale, quand on assiste à un cours, il y a plus le caractère, audio, qui s'imprime que le visuel. Même si maintenant avec les slides, les professeurs, par exemple, peuvent mettre des slides qui sont parlants. Par exemple, moi, j'essaye de faire des slides avec, des photos, qui correspondent à ce que je traite. Là, dans le cas que vous voyez, j'ai mis un livre avec un casque à l'intérieur pour, expliquer que je parle de l'apprentissage audio. Aussi, maintenant, vous avez, la technologie des livres audio. Vous avez, des gens qui, ne veulent plus lire et qui veulent plus, écouter des livres audio. Donc ça, c'est tout à fait, possible et maintenant, vous avez même des logiciels, qui, vous lisent, les textes. Donc ça permet, pour ceux qui ont un apprentissage, auditif, d'utiliser, ces nouvelles technologies qui, aussi impliquent l'intelligence artificielle pour vous lire, des cours ou pour lire, des, audios. Pour lire des textes, sous le format audio. Donc voilà pour, l'apprentissage auditif. Alors l'approche lecture-écriture.
J'aime beaucoup cet apprentissage-là, parce que, lire et prendre des notes, c'est tout un c'est toute une organisation. Donc, ça veut dire que vous allez lire et ensuite vous allez vous réapproprier ce que vous avez lu, ce que vous allez l'essayer de le réécrire avec vos mots ou vous allez recopier ce qui a été écrit dans le livre. Donc quand un étudiant, il va lire un livre, il va lire un cours, il va lire, je sais pas, un texte, un manuel, il va se lancer dans la réécriture, la synthèse. «Ah, j'ai besoin de cette partie-là, je vais l'écrire». Donc soit il va réécrire la totalité du cours, soit il va lire simplement, la partie qu'il a besoin ou qui va la synthétiser ou qui va la reformuler, qui va se réapproprier. Donc à ce moment-là, l'étudiant, il imprime ce qu'il a lu et il réimprime une deuxième fois ce qu'il a écrit. Il y a des gens qui apprennent en lisant et en réécrivant. Cette méthode, elle est très utilisée par les juristes parce que, ils passent leur temps dans les manuels, ils passent leur temps dans les codes, donc ils travaillent beaucoup sur le système lecture-écriture. Je lis cet ouvrage, j'ai besoin de cet ouvrage. Ah, il y a une explication, je ne sais pas, je travaille sur les règles, impératives, d'accord? Et la distinction avec les règles supplétives de volonté. Donc je vais aller dans le cours d'introduction, à l'étude du droit, j'ai la définition. Ah, j'ai un ouvrage qui me donne plus d'informations, donc je reprends la partie du cours et je vais ajouter l'information supplémentaire que j'ai écrit dans le livre. Comme ça me donne une définition qui est complète, parce que le prof, évidemment, avec le temps, il est limité, il donne la définition, il y a le cours aussi, et l'ouvrage, lui, il est disponible, il est là, donc je vais rajouter, je vais améliorer, je vais lire et je vais rajouter de l'information. Avec ce mécanisme-là, je vais pouvoir me réapproprier à la fois le cours du prof et à la fois ce qui a été fait dans le livre. Cette méthode, je vous dis, est très utilisée par les juristes, lecture-écriture. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout est digitalisé. Les étudiants assistent aux cours avec des ordinateurs portables, mais ça fait qu'aujourd'hui, cette méthode est toujours utilisée puisque les étudiants lisent et se réapproprient ce qu'ils ont lu en le réécrivant. Donc, je peux utiliser la méthode lecture-écriture pour ficher le cours, en faire une synthèse ou refaire d'autres fiches ou un cours qui sera plus complet avec, par exemple, une recherche complétée avec de la jurisprudence, avec des cas, avec des études de cas. Donc, ce qui va me donner une meilleure compréhension du cours. Alors, l'apprentissage kinesthésique, en droit. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est possible pour l'étudiant d'apprendre en faisant des gestes, en faisant des mouvements physiques. Alors pour ce cas-là, j'ai pris les expériences, que peut faire le juriste pour apprendre à travers la plaidoirie, la simulation de procès ou les exposés. Donc ça aussi, c'est des méthodes d'apprentissage. Donc si j'apprends en faisant un plaidoyer pour essayer de convaincre un auditoire, c'est une méthode d'apprentissage. Si j'essaye d'apprendre en faisant un exposé, par exemple, je dis à mon camarade, j'ai un oral, je vais apprendre et je vais faire avec toi comme si tu étais le professeur et faire, tu vas me poser des questions. Donc ça aussi, c'est un apprentissage kinesthésique parce que ça donne une expérience, une simulation d'examen, un débat entre l'étudiant et le prof que fera votre ami dans le cadre de cette simulation d'examen. Et donc, il y aura une mémorisation qui sera possible en faisant ces gestes-là, en faisant cette plaidoirie, en faisant cette simulation de procès, simulation d'examen. C'est tout à fait
c'est dans le cadre de l'apprentissage. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de se mettre en scène pour apprendre. Quand vous avez un oral, il y a des gens, des fois, qui se mettent devant le miroir pour apprendre, pour voir s'ils ont la bonne gestuelle, s'ils arrivent à poser le beau mot au beau moment, s'ils n'ont pas des tics d'apprentissage, s'ils n'ont pas, je sais pas, des mouvements involontaires, le fait de se gratter, le fait de voilà, le fait de ne pas être, droit dans sa chaise. Donc, voilà, ils font une simulation presque d'un grand oral pour, apprendre leur cours. Également pour voir si ils n'ont pas une gestuelle qui est, décalée ou au contraire pas de gestuelle, les mains, serrées, d'une manière stressée. Donc ça aussi, il y a l'apprentissage kinesthésique pour, les juristes. Parce que aussi le juriste, quand il va devoir, plaider en tant qu'avocat, quand il devra faire des réquisitions en tant que magistrat, en tant que procureur, quand il devra, quand il sera juriste en entreprise et qu'il devra animer une réunion, bah, tout ça c'est, de l'expérience, de la mise en scène, de la pratique et donc de la pratique, on peut avoir, un apprentissage théorique. Alors, on va parler également concernant, les techniques d'apprentissage, ça va nous amener à la gestion du temps par, l'étudiant à l'université. D'accord? Parce qu'il faut avoir suffisamment de temps pour apprendre. Donc ces techniques d'apprentissage qu'on vient de voir, ça va vous demander du temps parce que vous devez vous connaître, vous devez identifier la méthode qui est la plus appropriée pour vous ou celle ou la combinaison des méthodes qui seront les plus appropriées. Donc ça demande une bonne gestion du temps. Donc sans cette gestion du temps, vous ne pourrez pas connaître les méthodes d'apprentissage et vous ne pourrez pas les mettre en pratique. Donc apprendre son cours, c'est ce que j'ai mis dans la photo, c'est une course de fond. Vous avez besoin de régularité, vous avez besoin d'avoir un rythme qui est suffisamment organisé, convenable. Vous arrivez à respirer, vous arrivez à courir sans vous essouffler, sans vous épuiser. Donc il faut avoir une gestion optimale du temps. C'est pour ça que j'ai, considéré qu'il fallait avoir une organisation en 3-8. Pourquoi en 3-8? Parce que pendant, la révolution industrielle, il fallait que les usines tournent à plein régime. Donc il y avait 3 équipes d'ouvriers qui, entraient à l'usine. Donc, ceux qui commençaient, je ne sais pas, entre 7 heures et 15 heures, ensuite entre 15 heures et 23 heures, et ceux qui commençaient de 23 heures à 7 heures du matin. Et donc on a appelé ça le fonctionnement en 3-8. Donc pour avoir, une réussite à l'université, il faut s'organiser en 3-8. Je vous dis pas de faire les 3 équipes, du travail industriel, mais d'avoir un découpage de votre vie, sociale, votre vie universitaire et votre sommeil en 3-8. Donc ça veut dire que vous allez avoir 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures de vie sociale. Donc c'est quand même suffisant quand même d'avoir un 8 heures de vie sociale. Faut voir qu'ensuite, peut-être que dans le monde du travail, ces 8 heures de vie sociale, vous les aurez pas. Donc autant en profiter dans, la vie à l'université. Alors comment décomposer, ces heures de travail? Donc déjà, j'insiste beaucoup sur le fait que les étudiants doivent assister aux cours. Je sais que beaucoup d'entre vous, travaillent pour financer leurs études ou travaillent et ont repris leurs études. Je comprends tout à fait, d'où l'intérêt, et d'où le fait que j'ai, décidé de faire, ces vidéos sur YouTube. Donc assister aux cours, que ce soit en présentiel, même si en présentiel c'est beaucoup mieux, ou assister aux cours, via, les vidéos YouTube. Ensuite, c'est important de relire vos notes. Il ne faut pas attendre la veille d'examen pour relire les notes. Déjà parce que, quand on relit les notes, il faut les relire le soir où vous avez fait votre prise de notes. Pourquoi? Parce que vous avez encore l'écho
du cours de votre professeur dans vos oreilles. Donc peut-être parfois que vous avez une inattention, vous n'avez pas trop pris en note. Donc reprendre les notes, du professeur et reprendre et voir si vous n'avez pas laissé des blancs ou des oublis. Revoir aussi le cours en ligne si le professeur l'a déposé ou si le professeur a mis à disposition des étudiants un polycope. Il faut savoir que des fois les polycopes, ils sont pas fiables. Vous avez des profs qui mettent pas tous les qui mettent des polycopes et vous avez des polycopes, qui gravitent autour qui ne sont pas ceux du professeur. Donc il faut veiller à vraiment avoir le polycope du professeur et pas ceux qui circulent parce que parfois ils sont incomplets. Vous avez des étudiants qui viennent vous voir avec un polycope qui n'est pas le vôtre et vous dites: «Mais vous avez trouvé ça?» «Ah mais c'est un étudiant qui nous a donné ça». Il s'avérait qu'il n'avait donné que la moitié du cours et donc les étudiants n'avaient pas appris la partie du cours, qui était posée à l'examen. Ensuite, faire des synthèses, faire des fiches, vous informer, regarder la jurisprudence, ça aussi, ça prend du temps et c'est nécessaire pour comprendre le cours dans sa globalité et puis mettre votre cours, dans dans l'actualité aussi. Voir quelle est l'actualité de votre cours pour que vous puissiez comprendre que ce que vous étudiez a une finalité, a une utilité. Donc parfois, les étudiants, en fait, ils apprennent simplement le cours parce qu'il y a un examen à l'issue du cours. Alors ça, c'est pas bon et j'avais un professeur à l'université, professeur, Godefrin, qui est un grand professeur de droit administratif, qui nous expliquait qu'on ne doit pas apprendre parce qu'il y a un examen. Parce que imaginez si un médecin apprenait un cours et que c'était simplement pour l'examen, il nous avait donné le cas du médecin qui apprend, les médecines, un cours de médecine tropicale. Il dit: «Oui», là, il se dit: «Bah, moi, je vais l'apprendre parce que je suis juste en cours, je vais pas avoir affaire à des maladies tropicales. Je vais, simplement être un médecin de ville, généraliste, donc j'en ai pas besoin». Non, à tout moment, il peut être confronté à une maladie, quelqu'un qui vient d'un autre pays ou quelqu'un qui a voyagé dans un pays et qui arrive avec les symptômes d'une maladie tropicale et s'il connaît pas s'il n'avait pas appris son cours et qu'il n'avait pas retenu, il pourrait pas identifier les symptômes. Donc c'est exactement la même chose pour le, juriste ou pour n'importe quel autre étudiant. Le cours, c'est destiné à votre formation pour votre vie entière et pas simplement pour passer un examen. C'est ce qui va, être essentiel dans votre construction académique et professionnelle. Ensuite, se cultiver pendant les heures de vie sociale. Ce qu'on veut aussi, c'est que l'étudiant ne soit pas juste une machine pour apprendre son cours. Les styles d'apprentissage, c'est très bien et tout ça. Mais au-delà, il faut avoir une culture, il faut être quelqu'un de cultivé. Donc un juriste, il faut qu'il ait une culture juridique au-delà du savoir technique, du savoir, pratique, de sa formation. Donc on doit lire des grandes œuvres. On peut avoir à lire Descartes, Cicéron, Platon, Perlman, lire de grands auteurs, des avocats célèbres qui ont fait de grands plaidoyers, connaître de grandes histoires judiciaires, des sagas judiciaires. Tout ça, ça va vous donner un bagage intellectuel et puis vous n'êtes pas à l'abri d'un jour qu'il y ait une discussion, puis on vous parle d'un grand procès ou d'une grande histoire et il faut être, cultivé puisque aussi ça va vous donner, une prestance et une aisance quand vous avez une culture, juridique. C'est pour ça qu'il faut apprendre également des citations, juridiques parce que ça fait bien. Vous pouvez même apprendre des citations en latin, ça fait encore, bon effet. Comme disait Descartes: «Je pense donc je suis». Ça aussi, c'est, ces citations. Vous en avez plein, vous avez des citations qui sont liées au droit, «Nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est tenu à l'impossible». Heu, vous avez ces citations qui font que on sait que vous êtes, un juriste et que vous appartenez à la famille, à la grande famille du droit. Donc apprenez ces citations. Et aussi, ça vous
Ça améliorera votre style de rédaction. Si vous connaissez des citations, vous pourrez placer des citations dans vos travaux, dans vos exposés, dans vos dissertations. Ça va aussi, améliorer votre argumentation, votre pensée et puis aussi ça va développer votre capacité d'argumenter et surtout votre art de la plaidoirie, ce qu'on appelle la rhétorique. L'autonomie, c'est le plus grand problème des étudiants quand ils arrivent à l'université. Il y a plus personne derrière eux, il y a plus l'administration du lycée. Vous avez également le fait que vous n'êtes plus, sous, le contrôle, presque, quotidien des enseignants, comme c'était le cas au lycée. Vous êtes autonome et cette autonomie, peut donner, des effets, négatifs, pour les étudiants. Donc c'est le début de l'autonomie, de la responsabilité, il y a une absence de contrainte de l'université, vous n'êtes pas obligé d'assister aux cours, donc ça donne des gens qui ne vont pas en cours. C'est des gens qui ne travaillent pas et qui se disent: «Bah, comme j'ai personne derrière moi, je vais apprendre au dernier moment». Et donc ça donne quoi? Ce qu'on appelle la procrastination. Ça veut dire que je ne fais pas mon travail ou je repousse le travail constamment. Et donc ça, c'est un des risques. C'est le risque de pénaliser, votre travail et de vous empêcher d'identifier, les méthodes d'apprentissage que vous devez utiliser et aussi ça va vous empêcher de les mettre en pratique. Et ça va vous donner un problème de gestion du temps. Je ferai ça demain, plus tard, plus tard et en fait, vous ne les ferez jamais. Donc la procrastination, c'est le fait c'est une attitude, c'est un comportement où l'individu, il a tendance à tout reporter à plus tard, au lendemain, à la semaine prochaine et le risque, c'est quoi? C'est qu'il ne repousse et qu'il n'arrive pas à les faire puisqu'il y aura une accumulation. Il y aura vraiment l'étudiant qui n'arrivera pas à il sera sous une masse importante de travail et c'est ce qu'on voit. Les étudiants, ils ne travaillent qu'à la dernière minute. Ils ont 6 modules à apprendre, 7, 8, ils se croulent sous le travail et puis ils n'arrivent pas à valider. Autre point, on arrive à voir des étudiants qui font un autre schéma. Donc ils repoussent tout, au lendemain. Ils n'apprennent que quelques matières et puis ils se disent: «Bah, ces matières-là, je vais les laisser au rattrapage». Il faut savoir qu'un étudiant qui valide tout du premier coup n'est pas un étudiant qui valide au rattrapage. Puisqu'au rattrapage, les étudiants, auront sur leur relevé de notes validé à la deuxième session. Donc ça aussi, ce sera pris en compte par les professeurs dans le cadre, par exemple, du recrutement, heu, pour intégrer un master, une licence d'excellence, tas de choses. Donc réviser à la dernière minute, faire ce calcul, je révise ça et puis je referai ça pour le rattrapage, mais ça aussi, ce sont des calculs à éviter, d'accord? Donc ça donne des révisions catastrophiques. La gestion du stress. Effectivement, l'apprentissage, ça demande d'être serein. Ça demande également de bien gérer son stress. Quand j'ai bien appris, je serai moins stressé que quelqu'un qui n'a pas appris. L'absence de TD, par exemple, dans certaines universités, un examen unique, une session de rattrapage, pas assez de temps pour l'évaluation, fait que, on peut stresser en se disant: «Est-ce que je suis réellement à niveau pour passer cet examen?» Donc c'est pour ça que quand je vous ai donné, ces exemples d'évaluation, de de simulation, d'examen, de l'apprentissage par la lecture, l'écriture, ce sont autant de moyens de vous auto-évaluer et quand vous allez avoir le résultat de votre évaluation par vos propres, par vos propres mains, puisque vous allez lire, puis vous pouvez ensuite lire, fermer et réécrire votre cours, vous allez voir les points que vous avez manqués. Ou si vous êtes avec votre camarade et vous apprenez en groupe et votre camarade vous dit: «Bah, il manque ce point-là, tu ne l'as pas évoqué», vous allez apprendre de manière beaucoup plus sereine et ça va vous permettre d'éliminer une part importante du stress. Le stress est bénéfique.
mais il ne faut pas qu'il dépasse un certain stade. Aussi, je conseille aux étudiants, lorsque le professeur qui enseigne n'a pas changé d'une année sur l'autre, de revoir les examens des années précédentes et demander des conseils aux étudiants qui sont par exemple en L2 ou en L3. Attention aussi aux conseils. Les étudiants peuvent vous donner des conseils. Ouais, non, mais tu peux apprendre au dernier moment. Lui, c'est facile et tout ça. C'est des notions qui sont relatives. Ce qui est peut-être facile pour vous n'est pas facile pour quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, des conseils, oui, mais à prendre avec des pincettes. La simulation d'examen. Ça aussi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Faire des examens blancs en condition, faire ce qu'on appelle des galops d'essai. Ça aussi, c'est ce qu'il faudrait faire. Ne pas laisser l'examen jusqu'à la dernière session, mais faire un examen de mi-semestre pour essayer de vous évaluer. Parce que c'est vrai, vous avez une fenêtre de tir qui est très limitée. C'est juste pendant l'examen de la première session. Et puis, favoriser les échanges avec vos camarades, les groupes de travail, les confrontations d'idées. Travailler en groupe, ça ne veut pas dire tricher en groupe, d'accord? On peut avoir des groupes WhatsApp pour les étudiants pour s'échanger des idées, des notions, mais ça ne doit pas devenir, par exemple, des groupes où les étudiants se mettent d'accord pour tricher en groupe lors des examens. Donc, il faudra faire attention à ça. On veut des étudiants qui soient sérieux et aussi qu'il y ait cette déontologie qu'on a besoin d'avoir tant dans l'enseignement que dans le travail, dans la vie de tous les jours. Donc, voilà pour ce cours sur les techniques d'apprentissage. Pour résumer, il n'y a pas une seule technique d'apprentissage. Il existe des techniques d'apprentissage. Vous devez faire une introspection. Ça veut dire essayer de voir qu'est-ce qui va vous permettre de retenir l'information. Donc, c'est à faire maintenant. C'est à vous de relire vos cours, de voir vos polycopes, de reprendre les cours de vos enseignants et de voir comment vous allez essayer de les assimiler. D'accord? Il n'y a pas une technique qui est faite pour vous. Peut-être qu'il y a une combinaison de techniques que vous pouvez utiliser. Le fait déjà d'assister au cours, c'est utiliser une technique d'apprentissage. Le fait de regarder cette vidéo, c'est également une technique d'apprentissage combinée l'apprentissage audio avec l'apprentissage visuel, puisque j'essaye de mettre autant que possible des images parlantes que vous pouvez retenir et que vous pouvez mémoriser. L'apprentissage auditif est aussi bien, puisque vous apprenez en écoutant un cours avec la voix du professeur, avec les intonations, mais aussi avec les exemples. Je ne cesserai de les dire pour les étudiants en droit, il y a une part importante du cours qu'on peut apprendre également avec les exemples, avec la jurisprudence. Donc, par exemple, quand je vous ai donné avec le cas de la personne qui avait été blessée lors de son voyage, c'est les arrêts qui sont fondateurs de la jurisprudence en matière de responsabilité du transporteur et surtout de responsabilité issue du contrat. Pareil, vous avez un arrêt aussi qui nous a, qu'on a imprimé pendant le cours, c'est l'affaire, du canal de Craponne. Donc c'était le professeur qui nous avait raconté cette histoire et avec l'histoire, j'ai retenu que, pendant longtemps et même actuellement au Maroc, il n'y a pas de révision du contrat pour imprévision. C'est-à-dire, il n'y a pas de révision du contrat en cas de changement, en cas de circonstances qui n'étaient pas prévues, comme l'augmentation des prix, des matières premières et tout ça. Ce qui n'était pas prévu, d'accord, ne peut pas faire l'objet d'une révision du contrat. Il nous avait raconté cette histoire du canal de Craponne. C'est un canal qui avait été construit par le marquis, un marquis qui a décidé de construire en fait ce canal pour l'irrigation et les riverains en fait payaient en contrepartie une redevance. Donc il avait fait un contrat en quelque sorte avec eux au XVIe siècle. Les descendants du marquis ont demandé d'augmenter le prix de la redevance puisque ça ne correspondait pas au montant de la redevance au XVIe siècle. D'accord? Le juge, in fine, a refusé
La Cour de cassation a refusé le changement du prix de la redevance en prétextant qu'il n'y a pas de révision pour imprévision. Le refus de révision pour imprévision, j'ai appris cette notion grâce à cet exemple qui a été expliqué en cours. Le fait que le prof vous donne des exemples, le prof vous donne des cas, et ben, ça participe à l'apprentissage. Donc toutes ces affaires permettent à l'étudiant de retenir l'information parce qu'il va rattacher cette histoire à la partie du cours. Et ça aussi, ça marque une rupture dans le cours, des fois qui est assez technique et des fois qui n'est pas facile à retenir. Mais cette coupure, cette césure avec cet exemple que raconte le professeur permettra un meilleur apprentissage. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc, ça entre dans le chapitre 2 du cours de méthodologie du travail universitaire sur les techniques d'apprentissage. Merci infiniment. Au revoir.